m'appelle Johan, et j'ai... Ça n'a aucune importance. Je suis la jeunesse, sa jeunesse. Je suis l'espoir d'un retour en arrière. Je n'appartiens pas à votre monde. Tout du moins, je n'y appartiens plus. Je suis une projection. La projection d'un homme rongé par ses remords. Et il m'envoie pour réparer ses erreurs. Comme si les choses étaient mathématiques. Cet homme a compris. Il a compris qu'il était dangereux de jouer les dieux. Pourtant, il s'accroche. Il cherche désespérément à imposer au destin un droit chemin. Mais il continue de se tromper. Il n'est toujours pas un dieu. Il n'est qu'une poussière dans un univers qui le dépasse. Sa quête de rédemption est à la hauteur de ses premières erreurs. Elle le pousse à sacrifier son humanité et à demander à des enfants d'en faire de même. Il continue de croire que son savoir lui permet de changer le monde. C'est ce qui lui donne l'illusion d'être légitime. Il souhaite m'utiliser une dernière fois. Il veut que je quitte Gensio dans sa nouvelle perception du monde. Il veut que je l'amène à comprendre le déroulé de ce cycle temporel si particulier. Ce cycle dont l'anomalie se nomme Danerocta. Il a raison. Il faut que Gensio soit en mesure de retrouver Dan et d'accepter qu'ils s'unissent une dernière fois. Ces deux garçons peuvent encore sauver Reva, ainsi que notre univers. Cependant, la rupture des réalités approche et Gensio ne doit plus gaspiller son énergie. Je vais donc devoir l'accueillir dans un espace qui m'appartient. Une passerelle. Mon monde. Les interprètes peuvent faire ça après tout. Et pourtant, je ne suis pas un interprète. Seulement la projection de Vitellius Dubreuil. Cette ultime bravade usera ses dernières ressources. Si mon existence perdure après ce dernier rapport d'énergie, alors il perdra le contrôle et sa rédemption sera réduite à néant. Il m'effacera. Je serai son ultime message aux défenseurs de Reva. Ça me convient. Je suis né pour ça. Je suis un interprète sans numéro. Où sommes-nous? Gensio Mostinel ouvrait les yeux. Le processus s'était donc passé comme je l'entendais. Attends avec les questions. Retrouve d'abord tes esprits. Ma tête me fait un mal de chien. Sarah avait réussi à absorber ses interprétations négatives et l'avait de nouveau rendu humain. Mais un échange avait été fait. Gensio Mostinel possédait maintenant en lui 3 visions du monde différentes. La sienne, celle de Sarah, mais également celle de Rorter qui avait sommeillé en la jeune interprète depuis les événements de Beholz. L'esprit du 13e supportait le choc, mais il lui fallait du temps pour assimiler et ordonner tous ses souvenirs, ses interprétations. Et du temps, nous en avions peu. La rupture de Nemesos était imminente. Vous... Prends ton temps, je te dis. J'ai du mal à garder les yeux ouverts. C'est flou. Répondez-moi. Où sommes-nous? Où est-ce qu'on est? Nous sommes... dans un rêve. Tu commences à savoir comment ça fonctionne, non? Dans un rêve? Oui, plus précisément dans le mien. Je t'y ai invité. Je devais faire en sorte que Gensio ordonne ses pensées. L'aider à retrouver le fil des événements qui l'avaient amené jusqu'ici. Son transfert d'interprétation avec la jeune Yunoka troublait ses souvenirs. Il avait en lui les événements de 3 vies différentes. Je devais l'aider à faire la distinction entre ces 3 mondes. Alors, j'avais fait en sorte de gagner du temps. Attendez, vous voulez dire qu'on n'est plus dans Reva? C'est exact. Nous sommes dans un monde à part. Un monde construit par les interprétations. Les interprètes sont capables de ça, et tu le sais bien. Lorsqu'il avait lâché ma main, dans ce bunker de Nemesos, je m'étais empressé de la reprendre. Cette fois, je n'allais pas dans son monde. Je lui ouvrais les portes du mien. Le temps était dilaté en ces lieux. Je pouvais utiliser ce stratagème pour l'aider à faire le tri dans son esprit. Où est Sarah? Elle est toujours en Reva. Il faut qu'on retourne la chercher. Gensio, prends ma main. Il se stoppa et tentait d'ouvrir ses yeux une nouvelle fois.
Il cherchait à distinguer les traits de mon visage. Vitellius, je n'arrive pas. C'est normal. C'est pour cela que nous sommes ici. Prends ma main. Pourquoi devrais-je prendre votre main? Nous sommes déjà dans votre monde. Tu as raison, mais ce n'est pas mon histoire qui nous intéresse. Je veux te laisser créer le décor. Mon monde sera la fondation. Les tiens seront les murs. Je comprends. Il tendit sa main. Aidez-moi, Dubreuil. S'il vous plaît. Lorsque nos doigts se touchèrent, le noir disparut. Un sol carrelé se dessina sous nos pieds, et des briques sombres s'élevèrent pour former un mur, puis un autre, et un autre. Lorsque le monde prit forme, nous étions au centre d'un labyrinthe souterrain. Aucune brique ne laissait percevoir la lueur du jour, et les divers tunnels qui s'offraient à nous étaient plongés dans les ténèbres. Gensio arrivait à garder les yeux ouverts désormais. Ton subconscient forme cet endroit. Il est à la croisée des chemins que tu as déjà empruntés. L'environnement te dit quelque chose? Ouais. Le sous-sol de l'hôpital. L'hôpital de Paris où Brandford est venu me chercher. C'était ce sol et ces murs. Alors nous devons emprunter ces tunnels. Pourquoi faites-vous cela? Es-tu capable de te remémorer ce qu'il s'est passé il y a moins d'une heure dans Reva? J'ai des flashs. Mais c'est dur d'expliquer ce que je ressens. J'ai des souvenirs clairs, mais c'est comme si rien ne les reliait. Exactement. Ton esprit, par réflexe de défense, a fractionné ta mémoire. Nous sommes ici pour reconstruire ces liens. Je suis ici pour t'aider à ordonner tes souvenirs et à distinguer les tiens de ceux de Sarah et Léo. J'ai l'impression de... Vu l'état dans lequel tu es incapable de prendre du recul sur la situation. Tu seras en mesure de juger si je suis un allié ou un ennemi lorsque nous aurons ouvert quelques portes. Je vois. Alors je vous suis. Non, c'est moi qui vais te suivre. Choisis un chemin. L'interprète écarquilla les yeux, eut l'air de ravaler sa salive et tourna son regard en direction du tunnel qui nous faisait face. Suivez-moi. Nous nous plongeâmes dans les ténèbres. Nous fîmes quelques mètres jusqu'à ce que nos pieds s'enfoncent peu à peu dans une matière blanche. Un froid mordant s'installa. Tu as une idée de notre destination? Je ne sais pas où, mais je sais quand. Il s'agit du jour où j'ai découvert que j'étais un interprète. L'interprète ne se retourna pas pour me donner cette information. Il savait où il allait, et il semblait accepter l'expérience que je lui proposais. Lorsque je pus poser ma main sur le rebord extérieur du tunnel, je pris conscience de la nature du sol, de la neige. Impossible de deviner les contours du paysage. Ce dernier était camouflé par un léger blizzard. Regardez, là-bas, il y a une lueur. Effectivement, il y avait un scintillement entre les flocons. Des flammes? Tu penses qu'il s'agit d'un campement? Des flammes, oui. Mais pas celles d'un feu de camp. Ce sont celles d'un crash d'hélicoptère. Venez, Vitellius. Nous allons voir une gorgone. Je suivais Gensio en marchant dans ses traces. Il augmentait son allure. Son attitude était inattendue. Je ne l'aurais pas imaginé si prompt à analyser ses souvenirs. À notre arrivée sur le lieu du crash, le blizzard s'était calmé. Cependant, la noirceur de la nuit continuait d'occulter notre environnement. Seule la lumière des flammes nous permettait de distinguer la scène. 3 statues de glace proches de l'hélicoptère représentaient le docteur Brandford, Gensio et la Gorgone. Mostinel les contemplait. C'est ici que j'ai utilisé mes pouvoirs pour la première fois. Pour me défendre. Tout du moins, c'est ce que je crois. Mais je me trompe, n'est-ce pas? Tu as utilisé tes pouvoirs bien avant cet événement. Et ça, bien plus d'une fois. Alors pourquoi je n'en ai aucun souvenir? Car tu as été conditionné pour oublier ces moments. À chaque fois que tes interprétations risquaient de prendre le dessus sur ta conscience, tu as été pris en charge. Ce conditionnement a toujours été accompagné d'une perte partielle de mémoire et d'un transfert de pouvoir. Un transfert? Considère que tes interprétations prenaient trop de place dans ton être. Pour ta survie et celle de ceux qui t'entouraient, il fallait que tu évacues ce trop-plein. Alors,
Tu as réalisé des transferts de pouvoir. Cela a donné des artefacts, mais aussi des interprètes. Attendez. Je suis à l'origine des artefacts et des interprètes. Il y a une nuance concernant les interprètes, mais une chose à la fois. Nous aurons le temps d'y revenir. Pourquoi ton subconscient nous montre cette scène ? Parce que quelque chose ne colle pas. Son regard se posa sur la statue de la Gorgone, prête à enfoncer son bras dans le corps de Gensio. Elle ne m'a pas tué. Et qu'il s'agisse de ce moment ou dans l'hôpital, elle avait largement les moyens de le faire. Tu penses qu'elle retenait ses coups ? Oui. C'est faux. Elle ne retenait pas ses coups. Mais pourtant... Ce sont ses créatrices qui l'entravaient. Ses créatrices. Tu as la mémoire de Rorter et Yunoka. Tu sais qui sont ces créatrices. Elles sont les créatrices de tous les maras. Cherche dans ta mémoire. Lydie et Elsa. C'est ça. Les numéros 3 et 4. Expliquez-moi. Lydie et Elsa sont des interprètes, comme toi. Cependant, par affinité et entraînement, elles ont développé un pouvoir particulier. Elles sont capables de donner vie aux cauchemars. Aussi simplement que ça? Non. Les cauchemars sont des interprétations négatives. En résumé, elles sont capables d'isoler ces interprétations chez un individu et de les amplifier. Une fois cela fait, l'interprétation négative prend le pas sur l'autre. Le processus est insoutenable. L'individu perd tout ce qui faisait partie de lui pour sombrer dans une interprétation du monde faite d'angoisse et de mal-être perpétuel. Il devient le cauchemar. Il se transforme en mara. Elles peuvent même isoler et transférer les cauchemars de quelqu'un sur un autre sujet. Elles ont créé l'armée des maras. Les maras sont des humains transformés? Des humains, mais aussi des animaux. Tu es bien placé pour savoir ce que ressent un sujet. Tu as vécu une situation semblable dernièrement. Lydie et Elsa n'y sont pour rien, mais le processus est le même. Tu t'es fait submerger par tes interprétations négatives, et tu étais bien parti pour devenir un cauchemar. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Mettons-nous d'accord sur un point, Gensio. Je ne pourrais pas tout expliquer d'un seul coup. Tu es actuellement en train de lutter entre 3 interprétations du monde différentes. Si tu n'étais pas un interprète, ton corps et ton esprit ne supporteraient même pas le choc. Il y a des événements de ton passé, de notre passé qui sont difficiles à concevoir pour un être humain, même pour un interprète. Je te fais la promesse que tout te sera expliqué. Nous avons tout intérêt à ce que nos secrets te soient dévoilés. Mais pour l'heure, nous devons faire en sorte que ton esprit soit apte à faire face à la rupture de Némésos. Laisse-moi t'aider à reconstruire ta mémoire. Mais limitons-nous pour le moment aux événements qui suivent ton réveil à Paris. Je comprends, Vitellius. Vraiment. Très bien. Alors laisse-moi te parler de la Gorgone. La Gorgone est un marat pourvu de conscience. Ça, tu le sais. Il s'agissait donc d'un humain. Oui, mais qu'il s'agisse d'une humanoïde ou d'un animal, nous pensons que les maras ont un réseau de conscience qui les relie. C'était les théories des soldats de Némésos en tout cas. Et elles s'avèrent vraies. Ce réseau de conscience n'est pas phéromonal. Il est télépathique. Il s'agit d'Elsa et Lydie. Elles peuvent voir à travers les yeux et prendre le contrôle de chacune de leurs créations selon leur volonté. Ce jour-là, cette Gorgone était à Paris, mais il s'agissait en réalité des 2 sœurs. Et elle voulait ma mort? Justement, non. Tu l'as dit toi-même, quelque chose clochait. Elles sont intervenues pour te forcer à déverrouiller tes pouvoirs. Ils sommeillaient depuis plusieurs années en toi. Leur objectif était de te mettre dos au mur. Tu devais ressentir une profonde détresse pour que tes interprétations reprennent le dessus, pour que tes émotions enclenchent tes pouvoirs et te sortent de cette situation. Mais pourquoi? Si je suis leur ennemi, faire en sorte que je dispose de nouveau de mes pouvoirs n'allait pas leur rendre service. Oh, détrompe-toi. Tu as fait exactement ce qu'elles voulaient. Que tu retrouves tes pouvoirs était leur objectif principal. Lydie et Elsa avaient besoin de ça? Pas que Lydie et Elsa. C'était l'objectif de ceux qu'on appelle les enfants d'Insusenko. Te permettre de retrouver tes interprétations, cela voulait dire faire en sorte que tu puisses de nouveau les transmettre. Faire en sorte que je puisse le compléter. Sur ces mots, Mostinel me fixa du regard. Derrière lui, un monticule de neige s'éleva lentement. Une entrée se dessina sur un de ses flancs.
Je crois que ton subconscient veut nous emmener dans une autre salle du labyrinthe. Ouais. Je crois aussi. Vous me suivez? De toute évidence. Merci. J'en ai besoin. Gensio s'engouffra dans ce nouveau tunnel. Son attitude n'avait pas changé. Il brûlait de comprendre les circonstances qui l'avaient mené jusqu'ici, mais il restait calme et acceptait de suivre le processus. Il n'avait pas remarqué l'ombre dotée d'une paire d'yeux perchée sur l'hélicoptère. Elle nous avait pourtant observés pendant toute la conversation. Ça n'avait pas d'importance. Il la remarquerait probablement dans une des prochaines salles du labyrinthe. Nous revoilà à ce carrefour. Cette salle. Lorsque Gensio avait érigé les murs de ce rêve, nous étions arrivés ici. Le tunnel que nous avions emprunté quelques instants plus tôt s'était refermé derrière nous. Oui. Il faut qu'on emprunte un autre chemin. Cette salle avait une forme circulaire. Plusieurs autres tunnels nous encerclaient. Au centre de la pièce, un piédestal de carrelage monochrome trônait. Des flaques d'eau parsemaient le sol. Les murs étaient délabrés et des ampoules grésillaient sur les parois. Nous étions au cœur du labyrinthe. Je ne choisirai pas la voie. Comme tout à l'heure, Gensio, je te laisse la tracer. Je me contenterai de te suivre. J'ai besoin de faire le point. Laissez-moi une minute, s'il vous plaît. Prends ton temps. Gensio s'assit en tailleur sur le piédestal. Il fixait le tunnel qui lui faisait face. Une de ses mains recouvrait sa bouche, tandis que l'autre tapotait ses doigts sur sa cuisse. Tout à l'heure, vous avez parlé de Lydie et Elsa et de leur capacité à créer des maras. En effet. J'ai des bribes, Vitellius. Dans ma mémoire. Comme je te l'ai dit, tu as les souvenirs de Sarah et je n'arrive pas à les lier, ça j'ai compris. Vous êtes là pour m'aider à le faire. J'ai bien compris aussi que vous ne pourrez pas tout m'expliquer. Mais les enfants d'Insusenko, ils ne cessent de m'apparaître. Ils sont au cœur de ce que tu as vécu ces derniers mois. Alors j'ai besoin de comprendre leurs raisons. Entendu. Que veux-tu savoir? Lydie et Elsa ont fait en sorte que je retrouve l'usage de mes pouvoirs peu de temps après mon réveil. Ensuite, à Nemesos, il y a eu Sarah et les Morphers. Tu as besoin d'explications sur ces événements? Non. J'ai basculé dans le monde de Sarah. Ses morceaux de mémoire sont intacts. Les Morphers ont été envoyés à Nemesos pour capturer Terra. Sarah et Dan sont intervenus pour les en empêcher. Mais si les Morphers avaient cette mission, c'est que les enfants d'Insusenko avaient besoin de Terra. Les enfants d'Insusenko avaient besoin d'avoir Terra et son artefact sous leur contrôle. Mais il en est de même pour toi et l'artefact de Beholz. Tu devais aussi être capturé. Alors quand est-ce que ça a foiré pour eux? Lors de l'abordage du Fenrir par le capitaine Bishop. Les enfants n'avaient pas pensé que Sarah les trahirait. Si tout s'était passé comme ils l'avaient prévu, alors toi et Terra deviez être à bord du Fenrir en ce 3 mars 2034, juste au-dessus de Nemesos. Pourquoi au-dessus de Nemesos? Pour ne pas être aspiré par la rupture trop tôt. Une fois réunis dans le Fenrir, les enfants d'Insusenko souhaitaient amplifier tes pouvoirs par le biais de Terra et des artefacts. Ton corps ne l'aurait probablement pas supporté, et tu serais devenu le monstre que tu connais déjà. Tu devais être contrôlé. C'était le rôle de Sarah. Par ses pouvoirs et la relation tissée avec toi, elle devait t'apaiser avant de t'envoyer dans la rupture. Par sa trahison, Sarah a entraîné la chute du Fenrir, et leur plan s'est effondré. Depuis, ils essayent tant bien que mal de mettre en œuvre cette phase finale, t'envoyer dans la rupture. Dans la rupture? Quel était leur but? Plus tard. Fais les choses dans l'ordre. Non, Vitellius. Je veux une réponse. Et je ne peux pas te la donner. Pas encore. Fais les choses dans l'ordre. Quel rapport entre Bishop et les enfants d'Insusenko? Les enfants d'Insusenko sont à la tête de l'armée du chef de guerre. Tout à fait. L'interprète resta assis, mais tourna la tête dans ma direction. C'est même pire que ça. Il n'y a pas de chef de guerre. Continue. C'est une illusion. Créée par celui qu'ils appellent Davis. C'est ça. Davis est un interprète, mais un interprète très puissant. Il est le deuxième créé par Insusenko. Et comme ses frères et sœurs,
il s'est spécialisé. Oui, c'est ça. S'il verrouille ses pouvoirs et qu'il concentre ses interprétations, Oui. il peut agir sur... Je commence à voir des choses, Vitellius, mais ça reste flou. S'il vous plaît, aidez-moi. Lorsque tu utilises tes pouvoirs d'interprète, tu agis sur le temps et l'espace, à travers et par tes interprétations. Davis est capable de la même chose, comme tout interprète. Mais s'il décide de verrouiller ses capacités, alors il peut agir sur les interprétations des autres êtres vivants. Il peut créer des illusions. Cela va même au-delà d'une illusion. Il agit directement sur ton cerveau, et tes sens te font ressentir ce qu'il souhaite. Tu te rappelles des capteurs du Fenrir ? Les capteurs? Ceux qui étaient censés nous informer de l'émergence d'une rupture? Oui. Qu'avez-vous conclu lorsque vous avez constaté leur défectuosité ? Que Saïriv ou Dan les avaient sabotés. C'était bien Saïriv, mais il n'avait même pas besoin de les saboter. Juste d'ordonner à vos cerveaux d'interpréter la réalité qui l'arrangeait. C'est terrifiant. Et cette manœuvre, Davis l'a exercée sur beaucoup de monde. Attendez, je ne comprends pas. S'il est capable d'un tel pouvoir, pourquoi cette guerre? Pourquoi ces manipulations? Il lui suffit de faire de nous ses esclaves. Oh, ne t'inquiète pas. Il a eu le même raisonnement que toi. Mais son pouvoir n'est pas aussi simple que tu l'imagines. Gensio se releva du piédestal et se retourna pour me faire face. Expliquez-moi, je veux savoir. Sur ces mots, le tunnel situé derrière l'interprète s'illumina. Ses parois et ses installations électriques s'apparentaient au couloir d'un bastion de l'armée indépendante. Je crois que ton subconscient estime qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours. Apparemment. Tu sais où on va ? J'aimerais beaucoup vous répondre Némésos, mais je crois qu'il ne s'agit pas d'un de mes souvenirs. Le quartier général de l'armée indépendante, donc. Intéressant. Venez. Alors, tu reconnais quelque chose ? Vaguement. C'est un souvenir de Sarah. Ou de Rorter. C'est pas un des miens en tout cas. À notre sortie du tunnel, nous avions débouché sur une grande salle munie d'une immense table ronde en marbre. Je te le confirme, ce n'est effectivement pas un de tes souvenirs. Nous sommes dans la salle du conseil de l'armée indépendante, en plein cœur de son quartier général. Et tu ne t'es jamais rendu ici. Parce que vous si. Oui, il y a longtemps et dans une autre vie. La table ronde était couverte d'une épaisse couche de poussière. La plupart des sièges étaient brisés ou renversés. Son haut conseil avait cessé de siéger depuis longtemps. Pourquoi venir ici, Vitellius? Parce qu'il s'agit de l'ancien quartier général de l'armée indépendante. C'était le lieu où ces généraux se réunissaient afin d'ordonner l'armée. C'est ici qu'a été prise la décision de construire Némésos. D'accord, mais ça ne m'explique pas... Les enfants d'Insusenko ont assassiné ses dirigeants et ont pris possession des lieux. Depuis combien de temps? Quelque temps avant le cataclysme. Comment? Davis. Et ces manipulations? Oui, il s'est un jour rendu ici et s'est fait passer pour un employé. Puis, progressivement, a perverti l'esprit de chaque personne présente en ces lieux en utilisant ses pouvoirs. Vous disiez que ce n'était pas aussi simple que ça. En effet. Mais ce n'est pas moi qui dicte ton subconscient. Pourquoi sommes-nous ici, Gensio? Pour un souvenir précis, je le sens. Vécu par Sarah ou Léo. Il ou elle a été témoin des actes de Davis. Et ça s'est passé dans les sous-sols. Alors suis-moi, par ici. Lorsque nous traversâmes quelques couloirs, Gensio fut surpris de croiser des maras. Il n'y avait aucun risque. Ces monstres n'étaient que des bribes d'une mémoire fractionnée. Gensio me demanda la raison de leur présence ici, tout en poursuivant notre marche jusqu'à l'ascenseur principal. Je lui apportai certaines réponses. Les enfants d'Insusenko avaient cherché à monter une armée. Lydie et Elsa avaient eu pour mission de créer les maras. Davis, quant à lui, se devait d'avoir des soldats humains prêts à lui obéir. Cette armée hybride s'était préparée au sein de ce quartier général, dans l'ombre. Son objectif était simple, attendre le bon moment pour frapper l'humanité et la détruire. Tout du moins en partie. Lorsque nous atteignîmes l'ascenseur, Gensio pressa le bouton des sous-sols et tourna la tête dans ma direction. Il ouvrit la bouche, mais je ne prêtai plus attention à ses paroles. Avant que les portes se referment, je pus apercevoir cette silhouette qui nous avait observés sur le site du crash. Elle venait d'apparaître, au détour d'un couloir, et ses yeux blancs nous fixaient de nouveau. Eh, Vitellius, vous êtes avec moi? Oui, excuse-moi. Les portes de l'ascenseur finirent par se refermer. Si je vous écoute,
Les enfants d'Intusenko voulaient détruire l'humanité. Ils ont créé cette armée pour ça. C'est cela. Alors qu'est-ce qui a dysfonctionné? Ou alors c'est qu'ils n'ont pas terminé? Oui et non. Dire que cette armée a été créée pour détruire l'humanité est en partie faux. Les enfants d'Intusenko voulaient surtout réduire sa population. Malheureusement pour eux et pour nous, ils ont fait une découverte qui a changé la donne. Dans sa totalité. C'est-à-dire? Une nouvelle fois, Gensio. Chaque chose en son temps. Vitellius, vous êtes en train de fuir mes questions, mais vous devrez me parler. Tôt ou tard. Es-tu prêt à en accepter les réponses? C'est toute la complexité de ce que nous vivons depuis notre voyage dans tes souvenirs. Pour l'instant, parlons de Davis. Et les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur les sous-sols du quartier général. Putain. C'est... Voilà comment il procédait. Je l'avais au fond de ma tête. Maintenant je fais le lien. C'est inhumain. L'ascenseur nous avait amenés dans une gigantesque salle, illuminée par plusieurs projecteurs. Il s'agissait de l'entrepôt principal de l'armée indépendante. Depuis que les enfants d'Intusenko en avaient pris possession, les conteneurs et divers véhicules militaires avaient laissé leur place à une marée de chaises qui semblaient infinies. Ces chaises disposaient de bracelets métalliques sur leurs accoudoirs et sur leurs pieds. À chacune d'elles était attaché un être humain. Ils hurlaient, gémissaient ou convulsaient, alors que d'autres semblaient stoïques, le regard rivé droit devant eux. Leurs habits témoignaient de leur fonction, personnel technique, cadre ou soldat. Il n'y avait eu aucune distinction. Ils subissaient le même sort. Quelles sont tes conclusions? C'est l'armée indépendante. Celle que nous avons combattue à Nemesos. Oui, Et ils n'étaient pas responsables de leurs actes. c'est exact. Qui est responsable? C'est lui. Gensio pointa du doigt un homme qui surplombait les chaises. Il faisait des va-et-vient entre les rangs depuis notre arrivée, tout en marmonnant. Parfois, il s'arrêtait et s'agenouillait près d'un prisonnier, posait sa main sur son crâne et continuait de psalmodier quelques phrases inaudibles de notre position. Une fois son office fait, il quittait la victime qui avait cessé ses convulsions. Cette dernière se redressait sur son siège et son regard se vidait de toute expression. Peter Sairiv. De son vrai nom, Davis, le deuxième interprète. Putain, c'est... Gensio s'élança en direction de Davis. « Tu ne pourras rien faire. C'est un événement qui s'est déjà produit. » Je sais. Je veux juste m'assurer d'une chose. Intrigué, je le suivis entre les rangs jusqu'à atteindre Davis. Qu'est-ce que... Oh, Putain, c'est pas vrai. je vois. Nous interrompîmes notre course lorsque Sairiv avait atteint une nouvelle victime. Putain, c'est pas vrai. C'était un soldat dont l'uniforme témoignait de son appartenance aux forces aériennes de l'armée indépendante. Attaché comme tous les autres, celui-ci semblait pourtant résister aux actes de Davis. Il s'agitait. De la sueur ruisselait de son front et du sang tachait ses narines. Mais son regard défiait celui de son tortionnaire. Gensio l'avait reconnu. Vous ne gagnerez pas, Sairiv. Excusez-moi. Vous aurez beau nous contrôler. Vous ne gagnerez pas. Je serais ravi de savoir comment. Expliquez-moi donc, capitaine Bishop. Davis s'agenouilla pour faire face à son interlocuteur. Je ne sais pas ce que vous êtes, ni ce que vous comptez faire, mais... Bishop releva la tête et cracha au visage de son tortionnaire. L'armée indépendante ne se laissera pas faire. Sairiv sortit un mouchoir de sa poche de veste et s'essuya le visage. Capitaine, votre armée indépendante est actuellement assise à vos côtés. Je vous félicite pour votre ténacité, mais vous êtes malheureusement un des derniers récalcitrants. Je vous tuerai. Je vous le jure. Je vous tuerai. Davis posa sa main sur son front et Bishop se stoppa net, le regard rivé vers le plafond. Tu tueras, capitaine. Je te le promets. Mais tu tueras pour moi. Pour nous. Ce n'est qu'une question de temps maintenant. Tu seras un fier membre de mon armée à bord de ton vaisseau. Je te le promets.
Les yeux révulsés, le capitaine Bishop se tortillait. Son cou s'était contracté de tous ses muscles, puis sa tête finit par retomber. Il avait cessé de crier, et ses paupières s'étaient refermées. Non! Gensio avait asséné un coup de poing dans le visage de Davis, mais sa main avait traversé sa tête. Tu ne peux rien faire. Je sais! Sur ces mots, le temps s'arrêta. Peter Sairiv et ses victimes étaient figés, comme si l'esprit de Gensio avait eu besoin d'un temps pour assimiler les informations. C'est un endoctrinement. Laissez-moi un instant, s'il vous plaît. Je comprends. Ça change tellement de... Putain. Gensio retourna à l'entrée de l'entrepôt et s'assit en tailleur, le visage engouffré entre ses mains. Le meurtre de Bishop devenait beaucoup moins facile à accepter. Vitellius. Je t'écoute. Comment ça marche? Comment il peut faire ça? Il verrouille sa capacité à manipuler l'espace et le temps pour interférer sur les interprétations des êtres vivants. Il peut te faire ressentir de la haine alors que la situation ne s'y prête pas. Il peut te rendre méfiant comme confiant. Il peut te persuader d'une réalité qui n'existe qu'à travers tes sens. Tu deviens l'esclave de sa volonté. Bishop devait être l'homme qui abordait le Fenrir et qui torturait son équipage pour obtenir les codes du caisson contenant l'artefact. Comment on en est arrivé là? Comment il a pu manipuler autant de monde? Cela lui a pris du temps, mais au fil des mois, il a converti la plupart des membres de l'armée indépendante. Il a commencé par ce quartier général. Ensuite, il a joué de ses pouvoirs de persuasion pour faire rapatrier les soldats répartis aux 4 coins du monde, afin de leur faire subir le même sort. Comme un parasite, il a fini par prendre le contrôle de son hôte. Mais... Et le chef de guerre? D'où ça vient? De la propagande. En suivant le même processus, il a orchestré l'assassinat du Haut Conseil de l'armée indépendante. Puis il a fait en sorte que chaque cobaye soit persuadé de l'existence d'un chef de guerre, de l'existence d'un homme ou d'une femme dont l'identité devait rester secrète afin qu'il ou elle ne subisse pas le même sort que ses prédécesseurs. Un chef de guerre dont le conseiller devenait la main armée. Nemesos connaît l'existence du chef de guerre. Ça n'a pas de sens. Xiam la Ville et son armée n'étaient pas endoctrinés. Ils sont bien les seuls. Cependant, considère qu'une fois l'armée persuadée de l'existence du chef de guerre, l'information de sa nomination a circulé. Le bastion isolé qu'est Nemesos n'a pas eu de raison de la remettre en cause. Ou tout du moins, n'en a pas eu le temps. Pourquoi est-ce que Nemesos a échappé à l'endoctrinement? Parce que l'Iraxiam la Ville était là pour protéger sa cité. Je t'ai dit que Davis avait fait rapatrier les soldats hors du quartier général. Elle devait en faire partie. Une fois pervertie, elle devait permettre l'endoctrinement de Nemesos. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Tu connais Lyra maintenant. Elle n'accepte les ordres que lorsque cela lui convient. Elle a tout bonnement refusé. Pour elle comme pour les soldats sous son autorité. Jamais de façon frontale. Cela lui a permis de gagner du temps. Jusqu'au siège de Nemesos. Et Davis l'a accepté? Comme ça? Bien sûr que non. Quand il a compris qu'elle se moquait de lui, il a changé de stratégie. Si elle refusait de venir à lui, alors ce serait lui qui irait à elle. Mais cet endoctrinement demande énormément de concentration. Davis doit maintenir continuellement son emprise sur l'interprétation de ses cobayes. S'il décide d'utiliser de nouveau ses pouvoirs comme n'importe quel interprète, son emprise s'étiole. De plus, s'il quittait le quartier général, il risquait de perdre le contrôle de ceux dont l'esprit était le plus résistant. Il avait besoin de plus de temps pour renforcer sa mainmise. Il a donc considéré que Nemesos n'était pas urgent, que ce bastion finirait bien par lui appartenir un jour ou l'autre. Puis, il y a eu le cataclysme. Gensio fixait le tortionnaire. Ses mains serraient les manches de sa veste. Pour la première fois depuis notre plongeon dans son subconscient, je sentais son anxiété. Vitellius. Oui. Pourquoi vous refusez de m'en parler? De quoi tu parles? Pourquoi est-ce que vous évitez de me parler du cataclysme et de ce que les enfants d'Insusenko y ont trouvé? Un morceau du plafond s'effrita au-dessus de nous. Pourquoi est-ce que vous aussi, vous continuez à me cacher les choses? Pour cette raison, Gensio.
Tu es en train de te laisser déborder par tes émotions. Ouais. Probablement. C'est pour cette raison que je ne te dis pas tout. Tout du moins pas tout de suite. On dirait Brandford. Et maintenant tu sais pourquoi il te ménageait. Ouais. Et maintenant il est... Gensio, tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé à Nemesos, ni dans le Fenrir. Si, Vitellius. Je suis responsable. Brandford est mort à cause de mes décisions. J'ai tué des dizaines d'innocents dans ce bunker et dans le Fenrir. Sarah a sacrifié sa vie pour me sauver. J'ai été si égoïste. Avec elle. Avec tout le monde. Je me suis comporté comme un putain de gamin. Ce n'est pas aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça change pour eux? J'ai merdé, Vitellius. J'ai cru que je pourrais le faire, vous savez. Sauver tout le monde. Je suis un interprète. J'ai des pouvoirs qui dépassent l'entendement. J'ai cru que je pouvais être... Un sauveur. Un héros. Ouais. Un héros. C'est complètement ça. On est dans le monde réel. Dans une base réelle et moi... Comment j'ai pu être si... Je posais ma main sur son épaule. Tu as interprété Reva comme ton propre monde. Celui que tu as construit, en fonction de tes uniques choix et sensibilités. Et cette erreur, tu n'es pas le seul à l'avoir faite. Regarde-moi et écoute-moi. Tu es responsable, c'est vrai. Tout comme moi, tout comme Brandford, et tout comme Sarah. Ça ne suffit Cela pas. ne t'excuse en rien. Ce qui est fait est fait. Tu devras en assumer les conséquences toute ta vie. Mais maintenant, Gensio, il faut que tu ailles de l'avant. Tu vas être capable de retourner en Reva et de l'interpréter autrement. Je t'en supplie, ne lâche pas maintenant. Donne un sens à leur mort. Fais en sorte de donner une chance à ceux qui restent. Tu dois retourner en Reva, en pleine possession de tes moyens, fermer la rupture et donner à l'univers une chance de retrouver ses possibilités. Je te prie de m'excuser. Je ne pensais pas que ta mémoire aurait conservé aussi précisément les derniers événements de ta vie. J'aurais dû être plus franc sur les informations que je t'apportais. Ne vous excusez pas. Je sais au fond de moi que vous avez raison. Je vous remercie pour vos paroles. Elles sont bienveillantes. J'ai conscience de la situation dans laquelle je te mets. Crois-moi, j'ai eu une éternité pour revenir sur mes erreurs. Je te cache des choses, tout comme le faisait Brandford, mais je ne te veux aucun mal. Je pense que je vous crois maintenant. Mais vous l'avez dit vous-même. Je dois relier mes souvenirs. Je dois comprendre. Je dois comprendre les enfants d'Intusenko et pourquoi nous en sommes là. Je n'y arriverai pas tant qu'on continuera à me cacher une part de ma mémoire. Tu as raison, je le concède. Alors de quoi vous avez peur? De la même chose que Brandford. De ta réaction. On n'avancera pas tant qu'on restera dans cette crainte, Vitellius. Très bien, Gensio. Si tu te penses prêt, alors tu peux la voir. Je pointais du doigt la silhouette noire qui nous suivait depuis le crash de l'hélico. Elle se tenait debout, entre les victimes de Saïriv. Gensio fit un pas en arrière. Il la voyait enfin. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une personne. C'est un amalgame de souvenirs d'événements qui t'ont construit, mais que ta mémoire a occulté. Cette silhouette, c'est ton subconscient qui refoule une partie de ta vie. Alors il est vraiment temps que je m'y confronte. Attends, Quoi? ce que ton esprit refuse de se remémorer, c'est la mort d'Ena. C'est cet événement et ses conséquences qui bloquent le reste. Ta mémoire refuse de faire les liens entre ces fragments à cause de ce refoulement. Je me souviens très bien de la mort de ma mère, Vitellius. Oui, mais ta mémoire a retiré ce qui lui était insupportable. Je veux que tu sois prévenu. Confronter cette silhouette, c'est confronter un traumatisme. C'est ce que voulait éviter Brandford. Je risque de redevenir un marat. Si tu te laisses déborder par tes émotions, c'est fortement probable. L'interprète fit face à la silhouette. Tu dois
De ce que j'ai compris, ce n'est pas comme si on avait le choix, Vitellius. Non, en effet. Alors on a assez attendu. Promets-moi d'être prudent. Laisse-toi porter par ces souvenirs et force-toi à prendre du recul sur ce que tu verras. Gensio s'avança en direction de l'ombre. Celle-ci en fit de même. Lorsqu'ils furent face à face, l'interprète tourna la tête dans ma direction. Je vais encore avoir besoin de votre aide. Serez-vous là? Jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de moi. Je t'en fais la promesse. Merci, Vitellius. Leurs mains se joignirent. Les murs s'écroulèrent et les ténèbres envahirent la salle.